Ça veut dire que t'as aucun souvenir de l'époque où tu pouvais te servir de tes mains et de tes jambes? J'ai aucun souvenir de ça. C'est quoi tes kiffs en ce moment? Mes kiffs en ce moment là, c'est de renager. Le quoi? De Ah, de renager. De J'ai compris le drone AG. Non. Ouais, je répare des drones. Ouais, c'est ça, de temps en temps, je répare des drones. Non, en fait, j'ai arrêté de nager pendant 1 mois et demi après ma traversée, là, Ouais. la traversée du lac. Et là, j'ai recommencé à nager depuis un peu plus d'1 semaine, Ok, mais parce que ça me manquait vraiment, tu vois. ok. Vraiment, ça me manquait C'est quoi? C'est le de te dépenser ou c'est le contact avec l'eau les deux. Ouais. Alors, je me dépensais d'une autre manière, tu vois. Je faisais un peu de sport chez moi, j'allais à la salle et tout. Mais là, j'avais besoin de retrouver un contact avec l'eau, tu vois, qui est vraiment important pour moi. Et là, ça me fait du bien. Donc là, je m'occupe en nageant. Trop bien. Ouais. Ah, c'est cool. En plus, est-ce que c'est pas le meilleur moment pour réfléchir? Si. T'es face à toi-même. Ah, c'est le meilleur endroit, mec. Pour moi, l'eau, c'est le seul endroit où ouais, je me pose pas 36 000 questions, quoi. Et je nage comme tout le monde, quoi. C'est ça qui est fort. Ouais. Tout. Là, il faut savoir que la première fois que j'ai nagé, j'ai flippé. C'est vrai? J'étais phobique de l'eau. T'étais très jeune? En fait, moi, je suis tombé malade quand j'avais 6 ans. Avant que je tombe malade, j'avais peur de l'eau, déjà. Ok. Donc, je faisais pas non plus... Voilà, pour moi, c'était clair, j'aimais pas l'eau, donc j'allais pas nager. Après ma maladie, je trouvais justement que d'aller au contre de ma phobie, tu vois, de me forcer un peu à nager, et c'était une manière pour moi de prouver à mes parents, à mon entourage, que j'étais capable quand même, tu vois. Que malgré mes amputations de mes mains et de mes pieds, je pouvais me lancer des challenges. Et en fait, la première fois que j'ai tenté d'aller à la piscine, j'ai flippé, quoi. Tu m'étonnes. J'ai grave flippé. Donc du coup, je suis resté sur les escaliers de la piscine municipale et je suis reparti Regarder. 1 heure après. Après, Ah ouais, j'ai vraiment pas nagé et ça a commencé comme ça, tu vois, juste un peu par fierté, pour pouvoir prouver à mon entourage que j'étais capable, quoi. Et sur le coup, franchement, c'était un peu un défi parce que franchement, quand on me mettait dans l'eau, j'avais pas forcément d'appui, tu vois, je galérais et tout. Et en fait, progressivement, j'y suis allé étape par étape. Mon père descendait dans l'eau avec moi. Ok. Je nageais jusqu'à ses bras. Et puis jusqu'au jour où je fais ma première longueur. Tu sais, c'était un bassin de 25 mètres. Donc Ouais. du coup, c'était une petite piscine. Donc j'ai fait ma première longueur, mon premier aller-retour. Et ça a commencé comme ça. Et jusqu'au jour, en fait, je me suis rendu compte que l'eau, c'était le seul endroit qui allait me permettre de ressentir cette sensation que j'ai pas au quotidien. Parce qu'en fait, quand je marche avec mes prothèses là, que j'ai aux jambes, tu vois, je marche toute la journée. Mais quand il fait chaud, j'ai plus chaud que les gens valides. Ouais. Des fois, j'ai des petites blessures qui me font mal. Bref, c'est pas toujours super cool. Bon, ça m'offre une autonomie de dingue, mais par contre, des fois, ça peut être un peu difficile. Mais dans l'eau, par contre, j'ai plus de prothèses. Ok. Et je me déplace comme toi. Je me déplace comme n'importe qui. Et c'est le seul élément qui me permet de ressentir cette sensation de liberté et de légèreté que j'ai pas au quotidien, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est la méningite bactérienne? La méningite bactérienne, en fait, c'est une maladie qui était pas trop connue à l'époque. Moi, quand j'avais 6 ans, donc on était en 2006. Il faut savoir qu'il y a plusieurs degrés de méningite déjà. Ouais. Ça peut être aussi grave que une grippe, quoi, tu vois, juste avoir des symptômes, on va dire un mal de tête, de la fièvre, et sinon, ça peut être même vital. Moi, je connais des gens qui ont perdu leur enfant à cause de la même maladie que moi. Et en fait, c'est une bactérie, c'est un germe qui se balade ensuite dans les vaisseaux sanguins et qui nécrose en fait les extrémités des mains et des pieds. Déjà, pour refaire les choses un peu chronologiquement, moi, ça a commencé à cause d'un mal de tête, tu vois. Donc je me lève, j'avais 6 ans, je le dis à ma maman que j'ai mal à la tête et du coup on va voir la pédiatre. Mais en pensant qu'elle allait me donner une boîte de Doliprane, Ouais, tu vois. Et puis elle dit non, il n'y a rien du tout, c'est sans doute viral, il faut juste que Théo se repose. Et en fait, quand j'arrive chez ma nourrice, tout au long de la matinée, mon état il s'aggrave, tu vois. Et je fais un pic de fièvre jusqu'à 42, tu vois. Ah ouais. Je pensais pas que le thermomètre allait jusqu'à 42. Là, c'est critique. Ouais, là, t'avais c'est des critique. hallucinations. Là, je commençais vraiment à être un peu inconscient et tout. Mais mon père vient vite me chercher, il me pose sur le canapé de notre appartement. Et à ce moment-là, je me suis mis à convulser, quoi.
Ok. Et là, bah, les convulsions, c'est le début bah, de tout, quoi. Parce que voilà, à partir de là, j'ai plus du tout de souvenirs, en fait. J'ai plus du tout de souvenirs de l'hospitalisation et même d'avant, en fait. Tout ce que je te raconte là, le mal de tête, même mon enfance avant mes 6 ans, j'ai zéro souvenir. C'est comme si à partir des convulsions, mon cerveau, il a jeté le disque dur de ma vie d'avant. Donc toi, ta vie, elle commence à 6 ans. Elle commence à 6 ans, ouais. C'est sûrement dû aussi parce que j'avais 5 anesthésies générales par semaine. Donc du coup, je pense que j'étais un peu défoncé aussi. Mais finalement, c'est pas plus mal parce que, tu vois, c'est des souvenirs qui auraient pu être un peu difficiles. Ouais. Mais du coup, j'en ai pas. Donc tant mieux. Ça veut dire que t'as aucun souvenir de l'époque où tu pouvais te servir de tes mains et de tes jambes? J'ai aucun souvenir de ça. Ok. J'ai aucun souvenir de ça. Et en fait, quand je regarde les photos de moi petit, avant de tomber malade, eh ben, j'ai pas l'impression que ce soit moi. Ok. Tu vois, j'ai l'impression que c'est un autre gamin sur les photos qui a l'air super heureux, toujours souriant et tout. Mais j'ai pas de souvenir d'utiliser mes mains, de courir, de faire du vélo et tout. Et comment ça se passe quand t'as le médecin qui annonce à tes parents, bon bah on va amputer? Bah, c'est assez paradoxal. Parce que bah, forcément, c'est une décision qui est déchirante, hein, qui est horrible, je pense, pour des parents. Mais mes parents m'ont raconté que le jour où le chirurgien a annoncé cette nouvelle, bah, ma mère, elle avait qu'une envie, c'était de prendre le chirurgien dans ses bras, parce qu'en fait, pour elle, il restait encore une chance pour que son fils bah, vive encore, quoi, tout simplement. Parce qu'à ce moment-là, j'étais dans un état très critique. Après, ça a été question de quelques semaines. Hein. Ah oui, donc c'est quand même... Ouais. 3 semaines avant, t'avais tous tes membres et tu reviens... Ouais, et après, on va dire en 1 mois, j'étais amputé des 4 membres, quoi. Ok. Ouais. Le souvenir que j'ai de la méningite, c'est quand j'étais au lycée. Il y a... donc vraiment, on a 18 ans, et il y a un de nos camarades qui meurt d'une méningite foudroyante. Ouais, c'est ça. C'est ce que C'est-à-dire que dans la nuit, il a réveillé sa mère, il a dit « Ah, j'ai le cou un peu raide. Ils ont appelé les secours ont dit « Non, mais c'est rien, appelez-nous demain. » Le lendemain matin, il était mort. Putain. Et je crois que c'était la première fois que j'ai eu vraiment un rapport à la mort, tu vois, un truc de... C'est fou, on n'a pas des âges où c'est normal, tu vois. Ouais. Non, mais c'est ouf. C'est ouf. Et c'est exactement ça que j'ai eu, c'est une méningite foudroyante. Moi, ça a commencé par un mal de tête. Et j'ai eu de la chance d'avoir les symptômes le matin. Ouais. Parce que, bah, tu vois, j'aurais eu mal à la tête le soir. Mes parents, ils m'auraient donné un Doliprane, comme tous les darons, tu vois. Et puis, bah, ça se trouve, je me serais tout simplement jamais réveillé. T'as l'impression que du coup, avec ce qui t'est arrivé, t'as un rapport à la mort qui est un peu différent? Ouais. Moi, je pense que... Je sais pas si mon rapport avec la mort est différent, mais mon rapport avec la vie est différent. Quand t'as failli mourir, tu te rends vraiment compte de la chance qu'on a, en fait, de vivre des choses toutes simples. Et quand je suis sorti de l'hôpital, je me suis fait une promesse, tu vois, dans ma tête, alors que j'ai même pas 7 ans, tu vois. Mais je pense que quand il t'arrive un truc comme ça, tu grandis aussi plus vite que en temps normal. En sortant de l'hôpital, je me suis dit, putain, à partir de maintenant, je vais tout vivre à 100%. Dès que j'aurai une idée, je vais essayer d'aller au bout, d'accomplir le projet, d'accomplir l'objectif, tu vois. Donc c'est sûr, du jour au lendemain, je me suis pas dit, vas-y, je vais devenir champion de natation ou je vais traverser le lac Titicaca. Je me suis dit, vas-y, moi, mon rêve, là, maintenant, en sortant de l'hôpital, c'est de remarcher. Direct, j'ai remarché. Les chirurgiens, ils hallucinaient parce que normalement, il y a une grosse phase de rééducation. Et moi, j'ai su limite remarcher avec mes prothèses avant de trouver une solution pour savoir comment j'allais faire pour manger, tu vois. Ah ouais, ok. Mais pour moi, c'était plus important de remarcher avec des prothèses pour pouvoir déambuler avec mes potes et tout, refaire des conneries avec eux que manger, au pire, mes parents ils m'aident, je m'en fiche, tu vois. Mais l'autonomie, le fait de pouvoir se promener tout seul, marcher et tout, ça a été un de mes principaux objectifs. Et alors, raconte-moi ce projet du lac Titicaca. En fait, moi, de base, j'étais en compétition, j'étais compétiteur de natation. J'ai fait les Jeux paralympiques de Rio et tout. Et en fait, il faut savoir que dans le paralympisme, on est classé par catégorie de handicap. Normal, parce qu'il y a plein de handicaps différents, ça serait pas juste. Pour faire vite, il y a 10 catégories en natation, de S1 à S10. S1, c'est les handicaps les plus lourds. Et S10, c'est les handicaps les plus légers. Ok. Et moi, j'étais en catégorie S5. Ok. Le bon milieu.
Au bon milieu, voilà, j'étais bien, j'étais au milieu et on se tirait la bourre, tu vois. On n'avait pas les mêmes handicaps, mais on avait à peu près le même pourcentage de handicap dans l'eau. Je sais pas si tu vois D'accord. ce que je veux Ouais. dire, mais en gros, ils n'étaient pas amputés des quatre membres, mais leur pathologie se ressentait de la même manière que moi. Hmm. Mais en 2019, je suis arrivé au championnat d'Europe et j'ai vu trois mecs que je connaissais pas dans la start list, donc sur la feuille où il y a les engagés de la course. Et en fait, c'est des mecs qui sont descendus de catégorie et ils m'ont mis 20 secondes dans la gueule. Et en fait, pourquoi? Tout simplement parce qu'ils avaient leurs deux mains. Donc là, il n'y a pas besoin d'être Einstein ou de faire médecine pour comprendre qu'ils étaient hyper avantagés par rapport à moi. T'as ressenti une injustice? Une injustice et surtout de la tristesse, tu sais. Ouais. Moi, je suis parti à l'âge de 13 ans de chez mes parents pour pouvoir faire sport-études, tu vois. Alors que j'étais pas tout à fait autonome et tout. Donc tu vois, en fait, quand tu es sportif de haut niveau et encore plus sur des sports non professionnels, en l'occurrence la natation, et encore plus en paralympique, Hmm. tu sais que tu pars en me disant, ok, là je prends un risque quand même, parce que la natation, ça va pas me faire bouffer, quoi. Et bon, bref, je prends les risques et tout, et puis je vois que je progresse, et puis du jour au lendemain, en fait, ce rêve et cet objectif de devenir un jour potentiellement le champion paralympique, et il est hors de portée, non pas parce que tu le mérites pas, mais parce que les autres sont avantagés, quoi. Ouais. Donc ouais, comme tu dis, c'est de l'injustice et de la tristesse, parce que tu te dis, putain, j'ai fait tout ça pour rien, quoi. Hmm. Et est-ce que là où en plus tu te sens hyper normal dans l'eau, ça t'a pas ramené à ton handicap? Bah si, c'est vrai, mais en fait, tu vois, je m'étais jamais trop fait la réflexion, mais t'as raison. T'as raison, parce que du coup, c'est sûr, tu te remets en question un peu. Tu te dis, mais c'est vrai, en fait, vraiment, au moins une main, ça m'avantagerait, ou une jambe pour pouvoir pousser sur le mur, et ça me permettrait de grappiller quelques secondes. Donc c'est vrai que c'était un moment vraiment difficile Ouais. pour moi. Et puis en plus de ça, après, il y a eu le confinement Ouais. dans la foulée. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de partir sur cette aventure Titicaca, parce que j'avais envie de créer mon propre challenge où c'est moi qui définis les règles, quoi, tu vois. Hmm. Il n'y a plus de côté fédération, problème de classification et tout. Non, là, c'est moi qui décide et ça sera ma médaille à moi, quoi, en Ouais. quelque sorte. C'est toi vs toi. Voilà. Et C'est la combien de temps nature aussi. d'entraînement? C'est 15 mois d'entraînement, Ok. mais c'est 2 ans d'organisation, tu vois. Moi, je voulais pas partir tout seul là-bas. Mm. Du coup, j'ai demandé à deux autres personnes de nager avec moi. Ok. Donc, je suis parti avec Malia Metella, qui est une ancienne nageuse olympique, et Mathieu Wittwout, qui est un éco-aventurier qui avait déjà fait plein d'expéditions partout dans le monde. Et on a décidé de partir là-bas en totale autonomie. Donc, de partir que tous les trois et tracter un radeau à la nage. Ok. En gros, le radeau faisait 500 kilos. Ouais, c'était très dur. Franchement, j'en ai des courbatures rien que d'en parler, tu vois. Donc toi, tu te retrouvais sur des sessions où tu tractais 500 kilos à la nage seul. Ouais, seul. On nageait quand on pouvait. Parce qu'on a eu des orages et des tempêtes de malade mental. Ok. On a eu des creux d'1,50 m au milieu du lac. Dis-toi qu'il n'y a personne autour de nous. On est sur une toute petite embarcation. Et en gros, l'embarcation menace de se retourner chaque minute. De base, tu vas pour t'amuser et faire un défi. Mm. Là, tu te dis, ok, tu peux potentiellement y laisser ta peau. Et moi, j'avais pas mis ça, en fait, sur le contrat. Moi, Tu t'es pas dit c'est une possibilité en partant? Ah, jamais. Jamais de la vie. Et en fait, c'est à partir de la deuxième nuit où en fait, on s'endort. Donc, on est tous les trois, tu vois, allongés. Et il y a Malia qui commence à ronfler, tu vois. Du coup, on se dit, putain, c'est la deuxième nuit, elle commence déjà à me rendre dingue. Et je demande à Mathieu, tu dors et tout. Il me dit, bah non, je n'arrive pas à dormir. Et par curiosité, on ouvre la petite fenêtre qui est à côté de nous, avec la toile de tente. Et en fait, on se rend compte qu'on ne reconnaît pas du tout l'endroit où on s'est arrêté. On s'était amarré sur une île paradisiaque incroyable. On avait dîné, on était trop contents parce qu'on avait nagé 17 bornes ce jour-là. Et en fait, on regarde sur la balise GPS, on avait dérivé 2 km en 1 heure. En 1 heure? Ouais. Oh, Et là, du coup, on sort de la tente, on lance un protocole rouge comme on avait travaillé à l'entraînement. Et en fait, on avait un petit moteur électrique qui nous permettait en fait d'aller à chaque fois au point où on s'est arrêté la veille. Et en gros, de recommencer à nager à chaque fois de l'endroit où on s'est arrêté. Et du coup, on retourne avec le moteur électrique sur l'île. Et à ce moment-là, orage énorme.
Et de la grêle, tempête, etc. Et il y a la foudre qui a tombé à 10 mètres de nous. Et tu te rappelles le moment de l'arrivée? Ce que t'as ressenti toi? Bah ouais, justement, c'était une émotion de dingue. Parce que t'es fier et moi surtout, j'étais soulagé. Ouais. Soulagé parce que j'ai vraiment eu peur pendant la totalité de cette expédition. Peur d'y passer. Et ouais, fier parce qu'on est les premiers à tout jamais pour cette expédition, quoi. Ouais. Tu le referas? Non. Non. Et justement, des fois, on me pose la question, mais alors, du coup, c'est comment le Pérou et tout? Je dis, bah, j'ai pas eu le temps de visiter. Il dit, bah, il faut que tu y ailles, du coup, pour visiter. J'ai dit, jamais de la vie. Franchement, même là, Ah, c'est j'irai vrai? même pas pour les vacances, là. Ah ouais? Franchement, Est-ce que du coup c'est pas genre ton meilleur et ton pire souvenir à la fois? si. Que ce soit très dur ou super beau, c'est des souvenirs de dingue, quoi. Ouais. Qui restent gravés, je pense, à vie dans ta tête. Donc, Est-ce que des fois t'as l'impression qu'on te définit uniquement par ton handicap? c'est une bonne question. Mais je pense que, évidemment, des fois, ça arrive que les gens parlent de moi par mon handicap. Mais j'essaye justement de faire des choses pour qu'on arrête de me présenter comme c'était au Curin, le mec qui amputait des 4 membres, tu sais. Hmm. Non, j'aimerais un jour qu'on me présente comme bah, c'était au Curin, bah, c'est le mec qui a traversé tel truc, ou c'est le mec qui a joué dans tel film. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai envie que les gens me voient, pas comme un handicapé, mais comme quelqu'un qui relève des défis ou voilà, qui a des projets, tu Mm. vois. Mais ça avance dans la bonne direction. Tu vois, tout est en train de changer vis-à-vis de la différence, je trouve. Et honnêtement, tu vois, on peut dire ce qu'on veut sur notre génération. Mais je trouve qu'on est une génération qui est de plus en plus ouverte d'esprit. On parle de plus en plus d'homosexualité, de sexe, de handicap, de différences physiques, mentales, d'addiction, etc. Et je trouve que ce soit bien, en fait, que les langues se délient. Et ouais, je trouve qu'en fait, les gens prennent, comme tu l'as dit, de plus en plus la parole et qu'il y a de moins en moins de filtres. Et je pense qu'il faut qu'on continue comme ça parce qu'on est sur la bonne voie, quoi. Et ça fait du bien. Comment t'as vécu ton adolescence toi? Ouais, mon Les adolescence. premiers amours c'était... Bah mec, moi franchement, ça s'est plutôt bien passé, hein. C'est vrai? Ben ouais. C'est marrant parce qu'on parlait de handicap, mais les premières choses qu'on m'a dit de toi, c'est genre ah ouais, c'est le mec BG qui est drôle et tout. J'étais en mode, ouais, c'est lui, c'est lui. Non, c'est cool. T'avais déjà ce truc-là, adolescent? Très rapidement. Parce que il y a une subtilité que j'ai compris très rapidement, en fait, c'est que je me suis dit, il faut que tu utilises maintenant ta différence comme un atout, tu vois. Et donc le jour où j'ai fait ma première rentrée dans une école normale, j'étais même pas avec des prothèses et tout, j'étais dans un gros fauteuil électrique et tout, parce que j'avais pas la capacité de marcher encore toute la journée. Mais bon, tu sais, le fauteuil électrique, ça peut être quelque chose qui fait peur. C'était en CE1, tu sais, pour les enfants, tu te dis, vas-y, ça peut faire peur, ça peut être impressionnant et tout. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais utiliser ces choses qui sont pas belles ou alors qui sont impressionnantes pour aller voir les autres. Et en fait, par exemple, le fauteuil électrique, je l'ai utilisé à la première récré pour me faire des potes, tu vois. Ok. Donc j'ai dit, ouais, vous avez vu les mecs, moi j'ai une petite voiture électrique, vous en avez pas et tout, tu vois. Puis les mecs, c'était comme des fous, ils disaient, ah ouais, il y a même des phares et tout, allume et tout. Et puis ça a commencé comme ça, tout de suite, je me suis fait des potes. Évidemment, il y a eu 1 milliard de questions, ah, qu'est-ce qui t'est arrivé et tout. Mais à partir du moment où tu as répondu à ces questions-là, les autres, les enfants et même les gens en général, ils oublient le handicap. Ouais. Et pour les nanas, pareil. Mais ça a commencé comme ça. Et mon handicap, donc dès le plus jeune âge, dès le CE1, et même dans l'adolescence, un peu plus tard, notamment le moment de nos premières fois et tout, ça n'a jamais été un tabou et même une limite. Ok. Parce que moi, pareil, voilà, dès que je suis rentré au lycée, j'avais envie de trouver quelqu'un et de faire ma première fois comme tout le monde. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un, on était très amoureux et on a fait l'amour comme n'importe qui, tu vois. Et j'avais l'impression qu'elle se posait pas plus de questions que ça. Et puis moi non plus, en fait. Ouais. Je pense qu'il y a trop d'a priori sur la sexualité dans le domaine du handicap. Mais moi, mon handicap, il change en rien, la sexualité. Mais même une personne tétraplégique, elle peut faire l'amour, tu vois. Ouais. Moi, j'ai des potes qui sont tétraplégiques et qui sont super heureux avec leur copine ou ils n'ont pas forcément de copine, mais voilà, ils ont des plans à gauche et à droite et ils s'amusent comme ça. Et voilà, le handicap, c'est pas une barrière dans la vie sexuelle et c'est important de le dire. Et là, au-delà de l'aspect sexuel, je parle plus de l'aspect sentimental.
Mais moi, je trouve que mon handicap, il rajoute quelque chose dans une relation. Ok. En positif? Ouais. Mm. Par exemple, tu vois, moi, j'ai pas trop de gêne vis-à-vis de ça, mais je peux demander des coups de main à ma copine, tu vois, Ouais. dans la vie de tous les jours. Alors, dans la vie de tous les jours, moi, je suis autonome, j'arrive à tout faire tout seul. Mais des fois, il m'arrive de demander des coups de main aux gens pour gagner du temps, Ouais. tu vois. Et du coup, ça m'est déjà arrivé en plein date, tu vois. Première fois que je vois une meuf, Ouais. on est au resto, et je lui ai déjà demandé de couper ma viande ou de couper Ok. ma pizza, tu vois. Et direct, bah, c'est quelque chose d'original, parce que c'est pas ce que tu fais en temps normal, C'est sûr. tu vois. Ou alors toi, t'as peut-être demandé à C'est vrai quelqu'un... que ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais coup de ma Mais tu viande. devrais demander, tu vois, parce que ça fait quelque chose d'original. T'as créé de nouvelles choses, des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire en temps normal. Et Ouais. je trouve que c'est là où ça rajoute quelque chose de sympa et de nouveau. Au final, t'as une vie hyper banale. Ouais. Ah ouais. Mais c'est vrai, en fait. Il n'y a pas de particularité dans ma vie qui est due à mon handicap.